pas de retour. Ouais. Bonjour sportif, bonsoir sportif, ça dépend de à quel moment vous nous prenez au vol. Nous sommes tout heureux de vous retrouver pour parler sport sur SOS Docteur TV. Nos thématiques du jour s'intéressent au handball, oui, cette discipline au Togo. Nous nous intéressons beaucoup plus à ce qu'il se fait au niveau de la Ligue, le Megolf. Le président de la dite Ligue nous fait l'honneur d'être sur ce plateau avec nous pour en parler et décortiquer l'actualité de cette discipline. Nous nous intéressons également au football, notamment les sorties des éperviers du Togo en match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match nul et une défaite. Qu'est-ce à retenir avant la 5e journée prévue en mars 2025? Nous nous intéressons également au bilan du Tour cycliste international du Togo. Voilà pour les thématiques du jour. Merci encore une fois de nous faire confiance et de rester en notre compagnie. Tout de suite, la première fenêtre de Club Sport Santé. Nous commençons cette émission pour parler handball. Charles D'Ernesto, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour Angelo et bonjour à monsieur Guillakas. Comment vous allez d'abord? Oui, je vais bien. En pleine forme. Hein. C'est la grande forme. Merci beaucoup. Monsieur Guillakas, le patron du handball au niveau de la Ligue, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour. Comment portez-vous? Ça va, on rend grâce comme on dit. On va parler de cette discipline avec vous. Vous êtes arrivé à la tête de la dite Ligue. On rappelle que, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous aviez été déjà vice-président durant plusieurs années au niveau de la Fédération togolaise de la discipline. Aujourd'hui, pour parler de handball au niveau de la Ligue, président, ça fait déjà quelques mois que vous êtes arrivé. L'état de santé, si on peut dire le canet de santé du handball togolais au niveau de la Ligue. Au niveau de la Ligue, je crois que les choses se passent bien, les choses ont redémarré. Je crois que je ne mentirais pas si j'annonçais que ce redémarrage-là, le public averti l'a vu, les pratiquants le sentent, tout le monde s'active dans son coin, les états-majors sont en branle pour participer au championnat que nous avons annoncé pour le 22 juin prochain. Je pense que tout se passe bien, dans le meilleur des mondes possibles. Je dis bien le meilleur. Il n'est peut-être pas l'idéal comme on le souhaiterait. Mais ça va. La Ligue de Lomé Golf se porte relativement bien. Le championnat a été annoncé. Les clubs sont la ferveur des préparatifs du championnat sont en cours et je crois que tout se passe bien, à part quelques difficultés bien évidemment liées à une organisation matérielle, des difficultés matérielles bien évidemment toujours exprimées par les clubs, chacun à son niveau. Tout se passe bien, l'envie de jouer, l'envie de reprendre le chemin des terrains, l'envie d'animer la discipline dans notre ressort est là et nous fondons beaucoup d'espoir sur les jours à venir pour que nous puissions montrer justement à tout le public que pour le handball, ça ne se passe pas aussi mal que ça, contrairement à ce qu'on a pu croire ou à ce qu'on a même pu dire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cet état, de cette atmosphère, en tout cas, bon enfant qui y règne. Au niveau du bureau exécutif, ça va, tout va bien, il n'y a pas d'anicroche, tout va bien dans le fonctionnement? Au niveau du bureau exécutif de la Ligue, oui, exactement, président. Oui, au niveau du bureau exécutif de la Ligue, je crois que tout va bien. Il est clair que, vous savez, comme dans toute structure, on rencontre des personnes qui sont un peu plus motivées que d'autres. Il y a des personnes qui sont un peu plus disponibles que d'autres. Mais nous ne connaissons aucune anicroche. L'ambiance est très bonne. Oui. Elle est très bon enfant. Moi, je prends beaucoup de plaisir à rencontrer les membres de mon bureau, à échanger avec eux. On a même des moments de détente qui vont au-delà des moments de partage qui sont purement dédiés à la discipline. Non, je crois que tout va bien. D'accord. Charles, vous avez... À moins que vous n'ayez des informations contraires. Non, honnêtement non, mais juste tâter le pouls de ce qu'il se passe au niveau du bureau exécutif. Tout va bien. Très bien. Charles, vous avez également l'habitude d'arpenter les terrains de handball. On s'y retrouve souvent pour les compétitions. Depuis un bon moment, on annonce certes le retour. Vous êtes impatient? C'est vrai, on est impatient. Vous savez, avec l'avènement de la Covid,
Ça a fait que les activités pour reprendre au niveau de la Ligue, le Megolf, ça a pris du temps. Il a fallu renouveler également le bureau exécutif. Oui, avec Jacques Gabiam qui était aux affaires. Qui était aux affaires et dont qui le a fait mandat, un bon boulot. Hein. Il a fait un bon boulot, dont le mandat était arrivé à expiration. Il avait la chance de pouvoir postuler une fois encore, mais bon, il a préféré prendre un peu de recul. Et avec l'arrivée de Guy Akas, pour moi, je me dis, ce n'est pas parce qu'il est là, c'est un monsieur que j'ai connu quand il était un membre du bureau exécutif de la fédération. C'est quelqu'un qui est passionné de la discipline, qui se donne. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui n'hésite pas à faire sortir de l'argent de sa propre poche pour faire évoluer les choses. Et quand j'ai appris que c'est lui qui a pris les destinées de cette ligue, je me dis, pour une fois de bon, on va sentir le handball. Et on l'a déjà commencé par sentir cette reprise, notamment avec une compétition. Il y a eu une compétition de reprise. Le tournoi de relance. Le tournoi de relance en fin d'année dernière. En fin d'année dernière. Et je pense que ça a été des retrouvailles pratiquement parce que ça faisait 4 ans que les clubs ne se sont plus retrouvés. Donc c'était des retrouvailles. On a vu l'ambiance. Et bon, je pense que on va lui souhaiter beaucoup de courage parce que on sait comment le sport togolais, comment est-ce que ça se passe. Donc il est là, je pense que c'est pour donner un coup de pouce. Je sais qu'il s'est mis en retrait et s'il est de retour, c'est pour une fois de bon, pour encore apporter toute sa passion, toute sa fougue à cette discipline. Surtout qu'à ce niveau-là, il n'est pas seul dans le bateau. Il y a toute une équipe autour de lui, des experts, des éminences grises pour lui apporter des idées. Guy Akas, on vous connaît ambitieux, un homme de vision. Aujourd'hui, au niveau de la Ligue, c'est vrai que vous êtes là pour un temps, mais vous avez des projets à court, à moyen et à long terme. On voudrait les découvrir avec vous, Président. Alors, on ne va pas tout vous vendre. D'accord, c'est bien noté. On ne va pas tout vous vendre. Non, trêve de plaisanterie. Effectivement, nous avons des projets à court et au moins à moyen terme. Les projets à court terme, c'est le redémarrage du championnat de ligue. C'est l'activité phare, l'activité majeure qu'on attend de la part d'une ligue comme la nôtre, aussi importante soit-elle. C'est la plus grande, non? C'est la plus grande. C'est la plus grande. Je crois même que certains ont peut-être par excès même dit que la ligue était plus importante que la fédération, puisque la ligue avait l'habitude, si vous voulez, d'organiser des activités tout le temps, alors que la fédération, à part éventuellement une compétition internationale par-ci et un championnat national qui ne se passe qu'une fois dans l'année, n'a pas vraiment vocation à organiser des compétitions aussi souvent que la ligue a à le faire. Donc oui, je crois que sans vouloir me targuer de quoi que ce soit, je crois que nous sommes la ligue la plus importante. Nous avons la charge d'organiser les activités du handball à Lomé, mais c'est pratiquement au Togo. Et à court terme, oui, nous allons lancer le championnat. Nous avons annoncé la date du 22. Pour l'instant, nous tenons toujours cette date du 22, puisque les clubs que nous avons réunis encore la semaine dernière pour faire un peu le point de l'état d'avancement des formalités, nous ont montré beaucoup d'entrain, beaucoup de preuves qu'ils sont sur la bonne voie pour être prêts dans tous les sens du terme. Donc la date du 22 normalement sera tenue, sauf si, je dis bien sauf si, mais le 22 juin prochain, le championnat de Ligue Senior va redémarrer. Dans les deux tableaux. Dans les deux tableaux, hommes et dames. Nous aurons normalement 11 équipes hommes et 6 équipes dames. C'est pour ainsi dire l'effectif avec lequel on a animé le tournoi de relance en fin d'année dernière. Après, nous avons eu des activités un peu ponctuelles sur les terrains périphériques, des tournois à 4, des tournois à 3, des tournois à 6 qui se sont joués sur les terrains périphériques. Nous avons organisé au mois de janvier ce qu'on appelait la journée du handballeur, où nous avons réuni un certain nombre d'équipes qui se sont rencontrées pendant une journée. Nous avons terminé avec un petit partage festif. Et nous avons quand même l'ambition d'organiser des compétitions de jeunes. Nous avons l'ambition d'organiser des compétitions de jeunes parce qu'il est bien évident qu'au bout de 4 ans, il y a une génération qui est en train de partir et il faut que la génération qui va prendre le relais puisse s'identifier à ces modèles-là. Donc nous avons l'ambition d'organiser des compétitions de jeunes en junior parce que c'est la catégorie qui suit tout de suite les seniors qui sont en train de partir, même si ces seniors-là ont déjà beaucoup de bons remplaçants
qui attendent juste de les pousser vers la porte. Exactement. Donc en junior, mais également en cadet, parce que nous avons remarqué qu'il y a pas mal de choses qui se font dans les clubs, dans des espèces de petits centres, dans des espèces d'académies qui sont un peu en formation. Oui. Et je crois qu'il y a également un travail à faire au niveau de ces centres-là, de les réunir, oui. de leur permettre de se mixer, de se rencontrer de temps en temps pour pouvoir sortir, comme on dit, la livret, pour pouvoir identifier les talents qui animeront le handball de demain au Togo. Vous avez tout à l'heure parlé des clubs qui aujourd'hui d'abord vont participer à cette compétition et ceux que vous rencontrez, histoire d'échanger, de connaître un peu leurs difficultés, un tant soit peu leur apporter des coups de main. Sans compétition aujourd'hui, comment vous jaugez, on pourra dire, la santé de ces clubs-là dans les discussions, dans tout ce qui se fait sur le terrain, Monsieur le Président? Alors, sans compétition, on ne peut pas. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Sans compétition, on ne peut pas jauger. Mais en même temps, je dois dire que le peu de compétition que nous avons l'occasion d'organiser nous permet de nous rendre compte qu'il y a un travail extraordinaire qui se fait au niveau des ligues. C'est un travail extraordinaire qui est fait avec peu de moyens. D'accord. Et ça, je crois qu'il faut vraiment tirer un grand chapeau oui. aux techniciens que nous avons dans le handball local ou dans le handball national. Oui. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes quand même un peu à l'écoute des différents clubs. Vous savez, dans le handball, les gens se connaissent un peu tous. C'est une famille. C'est une famille. On se rencontre souvent, donc on est un peu à l'affût des bruits de couloir, oui. Qu'ils soient d'ailleurs malheureux comme heureux. Et ça nous permet de dire aujourd'hui qu'il y a de bonnes choses qui sont faites, il y a de bonnes choses qui sont annoncées. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on arrivera bien entendu à séparer l'ivraie du bon grain. Oui. Et ce bon grain-là pourra donner des fruits, pourront animer le handball de demain à très court terme. Guy Akas, vous reconnaissez qu'il y a du potentiel au Togo? Énormément. Il y a énormément de potentiel. Je crois que ce potentiel-là, en tout cas pour ce qui concerne le handball, parce oui. que je ne vais pas me permettre de prêcher pour une autre chapelle. En tout cas, pour ce qui concerne le handball, je crois que ce n'est pas un vœu pieux que de croire qu'avec un peu de moyens, avec un peu de formation, oui. de cadre technique, oui. et en ce sens, Madame le ministre des Sports, aujourd'hui, je crois, a engagé un sérieux travail Exactement. De formation des cadres dans les différentes disciplines. Avec des cadres, avec un peu de moyens, je pense que d'ici quelques années, on pourra espérer que le handball côtoie les mêmes hauteurs, les mêmes cimes qu'il a pu connaître par le passé, une époque que moi je n'ai pas connue, oui. mais qu'on m'a souvent dépeint et qui m'a souvent fait rêver. Exactement. Nous aussi, en tout cas, en tant qu'hommes de médias, notre rêve, c'est de voir le Togo évoluer dans des compétitions majeures, la CAN, le championnat d'Afrique et d'autres Open, de parler handball parce que le potentiel, honnêtement, on en a. Charles, avant de retrouver tout à l'heure le président Guy Akas, il y a également, nous qui avons l'habitude d'aller au municipal de Lomé, il y a des travaux qui se font actuellement sur le site, oui, entre-temps qui était en bonne forme, en bon état, à un moment donné délabré à cause du temps, des intempéries et tout, un peu vieillot. Là aussi, c'est un défi. On sent que très bientôt, on aura un terrain de hand neuf pour donner une bonne image à cette discipline-là. Oui, un terrain de handball rénové. Peut-être c'est mon inquiétude par rapport à l'organisation du championnat de la Ligue dont le président donnait la date du 22 juin. Vous pensez que les travaux n'ont pas vite terminé? Non, mais ce qui est sûr, à l'étape actuelle, je pense que ce terrain-là ne va pas servir pour la compétition. Bon, maintenant, moi, mon inquiétude, c'est le lieu de rassemblement des handballeurs, n'est-ce pas? En quelque sorte. Ah oui, hein. Mais je pense bien que maintenant, ils seront obligés de jouer sur les terrains périphériques. Oui. Est-ce qu'il y aura l'engouement? Ça, c'est un autre défi. Oui, voilà, c'est mon inquiétude. Mais je pense que c'est également un pas que le ministère des Sports est en train de faire en renouvelant le terrain de handball. Parce qu'à un moment donné, oui. ça ne nous ressemblait plus. Exactement. Oui, donc, ce matin, j'étais de passage par là. On est à l'étape on n'est même pas encore à l'étape des toitures. Hein. Oui, bon, pour l'instant. Donc, au moins, disons, une année. Mais le sol et puis les charpentes. Oui, ça se dessine déjà. Il faut de la patience. Hein. Il faut de la patience.
Mais le problème, c'est que c'est le terrain que nous connaissons. N'est-ce pas? On va nous habituer aussi avec les terrains périphériques pour cette saison avec la Ligue. Donc, le peu que moi je peux demander, c'est beaucoup de courage au président. Oui, parce que là, sur les terrains périphériques, tant qu'il n'y a pas l'engouement, on ne sent pas le jeu au niveau des joueurs. Donc, on est là, on va accompagner la Ligue pour qu'il y ait du public au cours des journées de compétition. Vivement, Président, vous voulez ajouter quelque chose avant de parler du registre féminin en handball? Non, par rapport aux installations, je crois que Charles a dit tout ce qu'il fallait. C'est avec vraiment une agréable surprise que nous avons appris en fin d'année dernière que le ministère avait décidé de faire les travaux. On était parti sur l'idée de faire des travaux de couverture. Nous nous sommes rendus à l'évidence que au-delà de la couverture de la surface, je pense que la surface va être refaite. Tout à fait. Et nous ne pouvons pas demander mieux aujourd'hui. C'est vrai que nous avons appelé de tous nos voeux la construction d'un hall des sports, d'une salle couverte. Mais à défaut d'avoir une salle couverte qui soit multisport, qui puisse éventuellement accueillir même des spectacles, si aujourd'hui on peut avoir sur les différentes disciplines des salles où on a une toiture qui permet d'abriter la surface, et si on peut avoir des surfaces qui sont aujourd'hui adaptées à la pratique du handball, parce que vous savez, le handball aujourd'hui ne se pratique plus sur des surfaces en dur, comme on a eu à le faire ici sur je dirais pratiquement de l'asphalte pendant de longues années. Aujourd'hui, c'est plutôt des surfaces avec des revêtements assez souples qui permettent un peu d'amortir les chutes, qui permettent d'éviter les blessures superficielles lorsqu'on se roule au sol, parce que dans les gestes, souvent on se jette au sol. Je crois que déjà avec ça nous permettra de vraiment assister à du beau jeu. Et en cela, encore une fois, je crois qu'il faut féliciter Madame la Ministre pour les efforts qui sont faits. Et même si on peut croire que ça ne va pas vite, on n'a qu'à prier pour que ça aille un peu plus vite et prendre notre mal en patience pour vraiment savourer les résultats de cette œuvre-là, qui sera une œuvre qui est aujourd'hui une œuvre salutaire, mais qui sera, je pense, une œuvre qu'on va pouvoir savourer dans les mois à venir. Pour le bonheur surtout des générations à venir, parce que vous l'avez dit, dans les années 60, 70, 80, le Togo en tout cas était une grande nation de handball bien reconnue. Guy Akas, il y a également un chantier qui vous tient à cœur, c'est le handball des dames, sinon féminin. Là aussi, vous avez tantôt touché du doigt les seniors qui sont en train de partir. Il faut trouver également une nouvelle génération. Comment ce projet-là vous tient tellement à cœur de parler du handball féminin au Togo aujourd'hui? Alors, le handball féminin, c'est vraiment une épine qu'on a dans le pied. Il ne faut pas se voiler la face. C'est vraiment une épine qu'on a dans le pied, parce que moi, depuis le temps que je suis arrivé au handball, j'ai assisté... je n'ai pas connu les générations passées, mais en tout cas, les générations que j'ai connues lorsque je suis arrivé il y a une petite vingtaine d'années, par rapport comparé à celle que j'ai aujourd'hui, c'est quasiment le jour et la nuit. J'ai vu, si vous voulez, le niveau regresser, et je dirais aujourd'hui le niveau être totalement à zéro, tout simplement parce que je crois que la discipline n'a pas forcément l'affection, n'a pas forcément l'assentiment des pratiquantes que devraient être nos jeunes filles. Et j'ai souvent débattu, j'ai souvent discuté avec les difficultés que peuvent ressentir les techniciens, que peuvent ressentir les encadreurs, que peuvent ressentir les clubs. Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu une discussion assez animée sur le sujet, parce que les clubs croient que c'est en facilitant l'engagement des équipes féminines, en leur faisant par exemple grâce des frais, c'est en faisant de la gratuité sur certaines prestations, que pour autant on va encourager le handball féminin. Mais je crois que le problème ne se résume pas à ça. Je crois que la pratique du sport féminin a d'autres relents que peut-être on devrait chercher ailleurs. Moi, j'ai d'ailleurs dit, je me suis permis de dire l'autre fois en réunion avec les clubs, que je pense que c'est un peu un problème éducationnel, un problème structurel. Aujourd'hui, vous savez, quand vous observez un peu la manière dont fonctionnent les familles avec leurs jeunes filles, il ne m'arrive pas souvent d'aller chez un ami, d'aller dans une famille et puis d'apprendre que la jeune fille est partie pratiquer du sport. Déjà, tout le contraire chez les garçons. C'est tout le contraire.
on trouve normal que le garçon soit au coin de la rue, on dit ah et Dieu est bol pour jouer. Voilà. Jamais vous n'allez arriver dans une famille, on va vous dire que la fille est partie jouer au ballon, elle est partie. Jamais. Ouais. Donc ça, c'est déjà la première chose. Parce que forcément, on identifie beaucoup plus la fille à des tâches domestiques, à des tâches qui sont plus liées, si vous voulez, à des soins de beauté, à des activités comme ça qu'au sport. Donc ça, je crois que nous-mêmes, en tant que parents, il va falloir qu'on pense différemment et qu'on se transmette des valeurs, qu'on arrive à faire comprendre à nos contemporains, aux gens qui ont notre âge, aux gens qui aujourd'hui ont l'éducation des jeunes, que une jeune fille qui s'adonne au sport, une jeune fille qui commence le sport très tôt, elle peut aussi donner des fruits. Absolument. Pour parler du handball stricto sensu, on a vu le résultat qu'a pu engranger l'équipe féminine de handball française, par exemple. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le sport féminin a quand même des bons résultats à revendiquer et des beaux jours devant lui. Donc je crois qu'on a tout intérêt aussi à favoriser le développement du sport féminin. Donc c'est en cela que je disais qu'à mon avis, le problème est générationnel, il est structurel. Il faut arriver à inciter les parents à laisser leurs jeunes filles pratiquer du sport, se faire initier au sport, et si d'aventure elles prennent goût au sport, leur laisser l'opportunité de vraiment percer dans le domaine, de se perfectionner et de développer des performances qui plus tard serviront à animer les différentes disciplines. Maintenant, au-delà, c'est vrai qu'il y a un problème de formation aussi. Qui s'impose. Parce que quand je prends le cas du handball, on a peut-être un peu par excès toujours considéré que c'est un sport un peu viril, c'est un peu rugueux. Les techniciens, ils les prennent un peu pas trop au sentiment. Oui. On le sait tous. Hein, lorsque vous encadrez des filles, il y a une manière particulière de le faire par rapport à d'autres. Oui. Et ça, je sais que par exemple dans certains clubs, volontairement, de manière évidente, on n'a pas envie de travailler avec les filles. Voilà. Je le dis parce que j'ai ce problème dans mon propre club. Dans mon propre club, par exemple, on n'a pas de section filles. Et c'est un peu dommage. Ouais. C'est un peu dommage. Mais il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des techniciens qui se spécialisent là-dedans, qui apprennent un peu comment on prend les filles, qui apprennent un peu la psychologie des jeunes filles, la psychologie féminine, et qui puissent un peu les encadrer, les pousser à vraiment aimer l'effort, à aimer la performance et donc à développer des capacités physiques qu'elles aussi, à leur niveau, à leur échelle, même si elles ne vont pas forcément rivaliser avec les garçons, elles peuvent avoir. Donc je pense qu'au niveau du handball féminin, c'est clair qu'on a du plomb. Le handball féminin a du plomb dans l'aile. Tout à fait. Faut pas dire les choses autrement. Le handball féminin a du plomb dans l'aile. En cela, il faut vraiment que ceux qui aujourd'hui animent le handball féminin ne te découragent pas. Ouais. Nous allons essayer autant que faire se peut avec les moyens qui sont les nôtres de les accompagner, de les soutenir. Mais je crois que nous, parents de jeunes filles, nous tous autant que nous sommes, nous devons comprendre que la performance féminine vaut tout à fait ce que peut valoir une performance masculine sous d'autres cieux. Donc il faut y aller. On constate que le chantier il est lourd, hein, oui. Et en même temps c'est un parcours de combattant, sinon un long parcours. Il faut passer par là, oui, permettre à ce que la gente féminine s'intéresse davantage au sport, parce que il n'y a rien de bien d'entendre un athlète ou une athlète vous dire: j'ai réalisé un rêve, j'ai fait du sport aujourd'hui, je fais du sport professionnel et j'arrive à sortir ma famille de la pauvreté. Guy Akas, entre espoir et relance au niveau du handball, vous regardez les deux termes, espoir et relance? Oui, bien évidemment. Je crois que l'un ne peut aller sans l'autre. Oui. L'un ne peut aller sans l'autre. Nous travaillons dans le cadre de la relance parce que nous nourrissons l'espoir que les acteurs vont y arriver. C'est clair, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Mais vous savez, j'aime toujours à partager cette idée-là avec tous ceux qui sont dans le handball. Oui. Il faut que nous restions vraiment dans un esprit de famille. D'accord. Unis, solidaires. Unis, solidaires et surtout constructifs. D'accord. Et surtout constructifs. Et non dans la critique négative. Ma critique négative et surtout critique inutile. Inutile. Il faut que chacun accepte qu'on lui dise que ce qu'il a fait n'est pas bon. Voilà. Et qu'il aurait dû ou il aurait pu faire autrement, sans que pour autant ça n'entraîne une quelconque animosité.
Et si c'est pas bon, il faut qu'il accepte ou soit de laisser faire ce qu'il peut faire. Voilà. Mais en tout cas de participer à un effort qui ne peut être que commun. C'est une discipline qui est une discipline, je dirais, collective. Ouais. C'est un sport collectif. Donc on ne peut pas le faire tout seul. J'aurais beau être le meilleur président possible, j'aurais beau avoir les plus gros millions possibles, oui. Je ne peux pas comme ça, d'un coup de baguette magique, produire une équipe nationale qui demain va rivaliser avec les plus grands du sport en Afrique. C'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine. Il faudra que chacun y mette du sien. Maintenant, il faut que nous ayons aussi le courage pour ceux qui, au contraire, sont en train de retenir la machine, d'éviter à la machine de pouvoir développer tout ce qu'elle peut avoir comme potentialité. Oui. Il faut qu'on ait le courage de leur dire, bon, écoutez, laissez-nous faire, on devrait pouvoir arriver à des résultats. C'est très important ce que vous dites, parce que voilà, si vous n'êtes pas capable de pouvoir faire avancer les choses, vaut mieux vous rester en retrait. Charles, nous à notre niveau, en tout cas, on garde espoir de retrouver la compétition dans le 22 juin, et surtout nos confrères également s'intéressent au handball. Il n'y a pas que le foot dans les sports. Effectivement. Parce que c'est aussi un aspect dans notre façon de travailler. Parce que quand vous faites un peu... un regard vers le passé, vous aurez constaté que c'est quelques 5-6 médias qui étaient toujours présents sur les rencontres. Le président est inquiet, ça c'est vrai. Sur les rencontres de handball. C'est vrai, comme le président l'a si bien souligné, le handball féminin, il faudrait vraiment qu'on lui donne un coup de pouce. Parce que dans l'histoire même de ce handball togolais, il y avait eu des dames qui ont fait des exploits par le passé. Malheureusement, à ce jour, on est en train même de chercher les joueuses. Je me rappelle, à un temps donné, il y avait Agaza qui avait fait la pluie et le beau temps. Par après, il y a eu Elite qui a pris le dessus. Et bien, ces derniers temps, on n'entend plus parler de ces clubs en termes de performance. Donc ça veut dire que le travail est à reprendre à zéro. On espère vivement que à travers la reprise du championnat le 22 juin, qu'on ait des joueuses engagées qui, en tout cas parfois, vous savez, le déplacement d'un spectateur, ça incite également à avoir d'autres talents, parce que quand il se déplace, il voit une ou deux joueuses, elle se dit, ma fille à la maison, si je l'amène, elle aussi elle peut faire ça, et avoir une référence, donc je pense que les équipes féminines doivent être engagées pour que à la reprise de ce championnat, comme le président l'a si bien souhaité, qu'on ait encore d'autres talents féminins qui puissent participer à la vie d'autres clubs, surtout que Liberté n'a pas de section féminine. Et surtout nourrir aussi l'équipe nationale féminine. Oui, effectivement. Donc je pense qu'on va beaucoup espérer. Et on est là, on va parler aussi avec les confrères pour qu'il y ait plus de médiatisation par rapport à la couverture du championnat de la Ligue Lomé-Gosse de handball. Ça fait du bien, en tout cas, de parler handball. Nous parlons de tous les sports dans cette émission. Guy Akas, quel sera votre mot de conclusion? Vous serez encore de retour sur ce plateau au moment opportun. Ce sera un plaisir, au fur et à mesure d'échanger avec vous, parce que c'est toujours bien lorsqu'on est en train on s'engage dans une dynamique, lorsqu'on est dans un processus, c'est toujours bien de pouvoir écouter un peu les retours qu'on peut avoir de part et d'autre. Donc ça serait avec plaisir si vous nous invitez à venir échanger avec vous, à venir exprimer un peu notre ressenti sur ce que nous sommes en train de faire. Un mot de fin, j'ai pas de mot de fin parce que nous espérons que le handball sera sans fin au Togo. Vivement. Un mot de fin, vous remercier pour ce que vous avez initié en nous invitant. Vous encourager, comme l'a dit Charles tout à l'heure, à continuer à nous soutenir dans cette œuvre. Pour en revenir par exemple au handball féminin, je crois que tout ça est dit. La difficulté, lorsque les formateurs essayent de former des jeunes filles, arrivé à un certain moment, les jeunes filles arrêtent parce qu'elles s'identifient à d'autres modèles. On regarde sur les chaînes télévisuelles, c'est des vedettes de danse, de chant, ou alors elles vont se marier parce que elles se disent qu'il n'y a rien à attendre. Ça revient à l'éducation de base. Oui, bien sûr. Elles se disent qu'il n'y a rien à attendre de la pratique du sport. Donc ça va être vraiment un travail de fond qu'il faudra faire à faire changer un peu les mentalités là-dessus.
Mais bon, mon mot de fin, oui, ça va être celui-là. Toujours, je reste dans la dynamique de l'espoir. Exactement. De l'espoir dans les deux tableaux, aussi bien féminin que masculin. Il y a pas mal de choses qui se font. Hein. Vous allez voir, avec l'Académie ACOA, il y a des projets qui sont lancés un peu partout à l'intérieur du pays pour faire la détection de talents, de la prospection. Il faut qu'après ça, on puisse mettre l'étape d'après, il faut qu'on puisse la construire. Exactement. Il faut qu'on puisse la mettre un encadrement, un canevas. Bien sûr. Très important. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Et je crois que l'essentiel est que nous soyons tous engagés et que nous y mettions tous un peu du nôtre, que je pense que ça suffira à donner les résultats qu'on en attend. Nous avons eu du plaisir à échanger avec vous et à prendre des nouvelles de cette discipline, le handball que nous aimons tant. On ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage. Merci et beaucoup. Surtout de la réussite dans vos projets. Merci. Sur cette discipline-là. Nous voyons des pays comme le Burkina, le Mali, le Sénégal, d'autres la Côte d'Ivoire qui sont sur des compétitions. Mais on ne voit pas le Togo, ça nous crève le cœur. Ces pays-là nous ont damé le pion alors qu'il y a une vingtaine d'années, c'était le contraire. Encore, je dis, puisque moi je suis pas j'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Ils nous ont totalement damé le pion. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à les approcher à 2-3 points sur les rencontres. Donc c'est assez parlant. Mais je crois qu'on va y arriver. Vivement. On va y arriver. Le Togo était aux Jeux africains récemment, en mars dernier à Accra au Ghana, même dans la catégorie handball masculine. On a vu les performances. Il faut continuer comme ça. Guy Akas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Et comme on le dit, ce n'est pas la première ni la dernière fois. On vous retrouvera très très bientôt. Merci. Nous poursuivons Club Sport Santé. Nous parlons encore d'autres thématiques après le handball et la fenêtre justement annonçant les éperviers du Togo, c'est juste derrière ceci et nous continuons. Nous nous retrouvons pour la seconde fenêtre de cette émission. Odela, bonjour. Bonjour Diolo, bonjour Charles, ça fait plaisir de retrouver ma maison. Ouais. Après la chaleur sur le Tour du Togo. Exactement. Comment ça s'est passé de façon globale? Tranquille, c'est le tourisme en fait. Ah oui. Mais en même temps, plus le travail. Exactement. On va vous retrouver tout à l'heure pour parler de ça. On va parler des éperviers du Togo avec Odela. La dernière fois, il y a eu d'abord un match nul à Lomé dont on a parlé face à l'équipe du Soudan du Sud. Et puis derrière, 4 jours plus tard, le Togo s'est retrouvé dimanche dernier à Kinshasa. À l'arrivée, c'est une défaite 1-0. Comment vous analysez cette sortie-là du Togo face à la RD Congo? Oui, Angelo, merci pour l'invitation. Angelo, il faut dire tout de suite que le Togo, les chances de voir les éperviers se qualifier pour la Coupe du Monde est devenue anéantie, tout simplement parce que avec 2 matchs nuls et une défaite, ça a compromis les chances du Togo. De loin, j'ai suivi ces 2 rencontres face au Soudan, le nul, face au Soudan aussi au stade Soudan du Sud au stade de Kégué. Il faut dire que malgré le match nul, les joueurs togolais ont produit un beau jeu, mais arrivé à un moment, il va falloir que le sélectionneur Paulo Djoaté prenne des risques. Pourquoi je dis ça? Vous avez un effectif composé du meilleur buteur de la Jupiler Pro League, de Laba Kodjofodo qui a remporté la Ligue des champions asiatiques, de Karim Delman qui est entre griffes le meilleur joueur de la Challenge League Pro en Belgique, et autres joueurs. Le Jane Dakonam qui joue au niveau de la Liga. On ne peut pas se permettre de faire un résultat nul face au Soudan du Sud qui n'est pas venu à Lomé comme une grande écurie. Le Soudan du Sud, on sait la quintessence de cette équipe soudanaise, mais on a fait un triste match. Je mets la responsabilité sur les dos de Paulo Djoaté parce que arrivé un moment, il va falloir qu'il prenne des risques. Il a des armadans d'attaquants qui marquent but sur but et il pouvait envoyer ces éléments déjà au tir pour assommer la défense des Soudanaises, mais il a jugé bon d'évoluer avec
Kevin Deke et de Ilas Bebo avant de faire des changements, d'amener là-bas. Ça, vous n'avez pas compris ça? J'ai pas compris. Et puis, il a titularisé aussi Kevin Boma. Et tout de suite, Kevin Boma a eu des pépins physiques. Il a laissé sa place à Agbozo Clousset. Je ne peux pas comprendre pourquoi Paulo Duarte a laissé Agbozo Clousset sur le banc et a titularisé Kevin Boma, quand on sait que Agbozo Clousset connaît très bien la maison. La maison, et Kevin Boma fait quelques apparitions déjà comme ça en sélection. En tout cas, je ne suis pas dans les secrets de Paulo Duarte, mais c'est votre analyse. C'est mon analyse. Ce que j'ai vu, ça ne m'a pas plu. Et face à RDC, bon, on se disait à défaut... victoire logique, défaite logique? Non, on se disait à défaut d'une défaite, on fera un match nul. Bon, mais ils ont perdu 1-0. Ils ont perdu 1-0. On a vu qu'après, le but congolais, c'est les EPV qui a fait la majeure totalité de cette rencontre. Oui. Et mais puis, toujours pas de but. Ils ont créé des occasions, mais qu'ils ont vendangé par après. Mais ce que je retiens du propos du sélectionneur, parce que je le dis que c'est lui le bouc émissaire, il a dit qu'il a besoin d'un gardien. Comment? Et pourtant, c'est lui qui a choisi les 3 gardiens. Oui, et Paulo Duarte nous vendait très cher les mérites de Ouro Wassiou, de Steven Mensah, comme quoi Ouro Wassiou est gardien par excellence de la sélection. Et Steven Mensah, il est en progression, c'est lui qui est devenu le titulaire. Pour vous, il est en train de se mélanger. Je me suis dit qu'à chaque rencontre, Paulo Duarte cherche quelques alibis pour feigner un peu ses limites et la vigilance du public sportif qui espère renouer avec la victoire. Charles, on remarque que le Togo peine à gagner ses matchs. Vous, votre analyse, votre regard, ça se dirige vers où? Ou vers qui? Je pense qu'il y avait quelques jours de cela, il y a 8 jours exactement, où j'avais vanté la sérénité, la bonne ambiance qui régnait, la confiance de l'équipe. Et ceci, c'est par rapport au match des journées FIFA du mois de mars qui nous a fait croire que l'équipe a été arrivée à un niveau. Maintenant, sur ces 2 derniers matchs, je pense que Dela l'a si bien dit, aujourd'hui je pense qu'on est plus en mesure d'accuser Paulo Duarte. Vous êtes déçu, Charles? Non, très déçu, très déçu. J'étais de ces journalistes qui, en tout cas, nourrissaient l'espoir. Oui, nourrissaient l'espoir. Je me suis dit, on va laisser le temps à Paulo Duarte de faire le travail. Et si après presque 3 ans, si l'équipe n'arrive pas à marquer des buts, au-delà de la superstition et autres dont on parle, moi je me dis peut-être qu'il ne sait pas comment allier nos attaquants pour pouvoir faire exploser les buts adverses. Dans son staff, il a des collaborateurs, des adjoints qui doivent l'aider dans cette tâche, non? Même notamment Koubadia Kader, qui est l'un de ses sélectionnaires adjoints. Oui, je me dis, est-ce que ces entraîneurs adjoints-là, est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Ça aussi, c'est... Vous posez la question. Je me pose la question, parce que on a senti, surtout au match aller face au Soudan du Sud, beaucoup en parlent, c'est le Soudan du Sud qui a été admis par la FIFA en 2012, 12 ans après, qui est en train de faire un match nul à domicile avec les Éperviers du Togo. Je pense qu'en temps normal, cette équipe-là, les Éperviers devaient les mater, ne serait-ce que par 5-0. Au vu de la performance de l'attaque togolaise actuellement. Il y a Yao Anor, il y a Fodo là-bas, il y a Ilas Bebou, il y a Denke Kevin, en plus de Karim Derman qui également marque des buts. Mais à un moment donné, on se posait la question, qu'est-ce qui arrivait à cette équipe? Moi je me dis, c'est le discours de l'entraîneur qui a manqué. L'entraîneur à un moment donné a manqué de lecture de jeu, et regardez, moi je ne mettais même pas une seule pièce sur Kodjo Aziangbe la fois dernière, mais il a surpris tout le monde en le titularisant. À un moment donné, ce joueur faisait partie des meilleurs sur le terrain, mais à la grande surprise de tous, c'était le joueur qui l'a fait sortir. Et alors qu'on a vu un Tchaki Marouf qui était émoussé,
Moi, je pense que depuis un temps, Tchaki Maouf, ce qu'on attend de lui, il n'arrive plus à le faire. Des joueurs qui sont bons dans leur club, mais qui en équipe nationale ne se retrouvent pas. Je me dis le problème finalement, ce n'est pas avec le joueur, mais plutôt avec le staff. Ça veut dire que l'entraîneur, il ne sait pas utiliser les joueurs. C'est bien vrai. Tout à l'heure, on faisait cas de Agbozo Clousset. Agbozo Clousset, Kevin Boma, deuxième division, Agbozo Clousset dans le championnat irakien. Je pense qu'à un moment donné, peut-être l'entraîneur avait jaugé le niveau du championnat, alors que parfois, le niveau du championnat ne compte pas. En 2006, lorsque le Togo allait se qualifier pour la Coupe du Monde, ce n'était pas avec des joueurs de haut niveau. C'était des joueurs qui étaient dans des divisions d'honneur, dans la D3 française, qu'on est arrivé à se qualifier. Donc, je pense que l'entraîneur manque de confiance dans le choix, ou bien pas dans l'animation, mais comment dit-on, dans le discours, à donner confiance aux joueurs à domicile. Contre le Soudan du Sud, le public a attendu cette victoire. Lorsque Naré avait marqué le premier but, il a ouvert le score. Superbe but. Super but. Mais derrière, tout le monde était d'accord que pour une fois, le Togo allait gagner ce match. Mais patatras, derrière, c'était l'égalisation. Et puis, on n'a pas été en mesure d'égaliser malgré l'armada de joueurs offensifs que Paulo Duarte avait sur le banc. Et surtout qu'il avait 9 attaquants, par exemple, convoqués pour cette double confrontation contre le Soudan du Sud et la RD Congo. Prochaine sortie des éperviers attendue dans ces éliminatoires, ce sera en mars de l'année prochaine. Bon, ça fait longtemps. Quand vous voyez un peu le classement, je pense que les autres équipes sont... le Soudan a gagné 3-0 face au Soudan du Sud hier, donc ça fait déjà quoi, 10 points pour le Soudan, 7 pour le Sénégal, ou bien 8 pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Donc, le Togo est 4e. Oui, c'est déjà cuit. C'est déjà cuit. Ah oui, c'est déjà cuit pour le Togo, mais il va falloir que Paulo Duarte fait une rétrospection pour corriger des choses, parce que bientôt il y a les éliminatoires de la CAN qui arrivent, et il va falloir qu'on ait une équipe dynamique qui est capable de gagner pour retrouver la équipe efficace. Oui, et puis équipe efficace. Et puis j'ai l'impression que Paulo Duarte est dans un confort qui ne dit pas son nom. Oui, donc il ne se sent pas menacé. Il est très amadoué. Oui, parce que la fédération l'avait si bien dit qu'il doit faire un parcours honorable. Donc il s'est assis confortablement dans cette logique-là. Mais je crois que la fédération et le ministère vont bientôt taper sur la table. Très très important. On suivra ce feuilleton avec les éperviers. On va terminer cette émission avec du cyclisme, avec l'édition 2024 qui s'est terminée tout dernièrement. C'était dimanche, non? Oui, dimanche. À l'arrivée, c'est un étranger qui remporte le tour. On va regarder le résumé de la dernière journée et on fait les conclusions juste en studio. L'équipe du Mali qui est invitée sur le podium. Champion, 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 champion. Nous sommes des battants, nous sommes des guerriers, nous sommes des gagnants, gagnants, gagnants.
Et voilà, c'est terminé pour le Tour du Togo, en tout cas un tour de relance après 2019. Revoilà les pistes togolaises empruntées par les cyclistes venus du Mali, du Burkina Faso, du Togo et d'autres pays. Dès là, vous étiez sur le Tour. Défi réussi à la fin, c'est bon? Le pari il est bon? Oui, 5 ans après que le Tour est dans un coma, le Tour s'est finalement réveillé cette année avec des challenges et des défis à relever avec Uka Partners, le promoteur de ce Tour, sans oublier la Fédération togolaise de cyclistes qui ont conjugué leurs efforts pour la réussite de ce Tour, parti de Lomé le 3 juin dernier. La course s'est terminée le 9 juin dernier à la plage de Lomé après avoir sillonné Pagoudam, Dapaon, Amour-Blo, Kara, Sokoré, Sotobois et autres. Il faut dire qu'on a vu la faveur derrière ce tour avec la participation de 8 équipes en tout, dont le Togo avait 2 équipes A et B, le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire et autres. Donc c'était un tour bien réussi, surtout que on n'a plus vu ce tour-là depuis la disparition du français Francis Ducreux. Et au finish, ce sont les Maliens qui se sont s'adjugés le trophée. Oui, le premier Togolais, c'est Tchalim Nouleleng, c'est ça? Il a fini 10e. Il a fini 10e. 10e, c'est ça? Oui, 10e, au classement général. Il faut dire que les Togolais aussi ont fait forte sensation sur les tours. Mais ils n'ont pas remporté d'étape. Ils n'ont pas remporté d'étape. Je crois que le problème des cyclistes togolais aujourd'hui, c'est manque de compétition et manque de matériel. Parce que si vous prenez sur certains tours, vous allez voir les Togolais qui font des échappées, qui sont à la tête de la course, au finish, ils se retrouvent à la 3e ou à la 4e partie, des crevaisons, des problèmes de chaînes, de plateaux et autres, et puis aussi le problème organisationnel. La technique de course. Oui, au niveau de la délégation togolaise, parce que arrivé à un certain moment, les coureurs demandent des ravitaillements ou bien des jus pour renforcer de l'énergie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé au niveau de la délégation togolaise. Mais je crois que aucune œuvre n'est parfaite. Il va falloir que les dirigeants de la fédération fassent un bilan pour que la 30e édition soit meilleure. Mais en tout cas, c'était un bon tour et le public était au rendez-vous. La sécurité, c'est le moment de remercier l'effort de l'autre qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite. La population, tous étaient là pour suivre encore, pour vivre encore ce tour. Merci Dela. En tout cas, vous avez tout résumé. On espère simplement que la 30e édition, disons l'année prochaine, puisse également être beaucoup plus rayonnante et surtout avec des résultats pour les cyclistes togolais. C'est bien terminé pour ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Merci Charles encore une fois pour vos éclairages bien aiguisés. Merci Angelo. Merci également Dela Haïté. Ce fut un plaisir. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau Parler Sport. On se dit à très bientôt pour d'autres thématiques sur SOS Docteur TV. Merci à Fernand et à l'ensemble de l'équipe technique. On se dit à très bientôt. Comme toujours, un petit test physique pour rester en forme, manger moins gras, moins salé, moins sucré. Tout ceci pour rester en bonne santé. Allez, bel après-midi à toutes et à tous. Bye bye.